Est-ce qu'il y a des autres questions sur les garderies? Vous avez rencontré, vous avez discuté avec nos dirigeants de Transport Canada pour le Québec, si je comprends bien? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Que c'était extrêmement clair que les gérants des bureaux de Service Canada doivent continuer de parler avec les gens qui font la file, d'assurer qu'ils reçoivent soit un rendez-vous ou l'information qu'ils cherchent. Et ce n'est pas seulement les uns ou les autres qui ont reçu un rendez-vous pour aujourd'hui. Et la directrice m'a assuré que c'était la directive et ça continuera d'être la directive. Et elle m'a fait la promesse d'aller assurer que les gérants font ça et avec leur équipe. Avez-vous rectifié le tir? C'est quoi le plan? Parce que visiblement, le plan actuel, ça marche pas. Non, c'est en train de marcher. On a vu au Guy Favreau, par exemple, plusieurs personnes qui ont reçu leur billet, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain aussi. Mais la chose qui était nécessaire de clarifier, et c'est exactement ce que j'ai compris hier, mais assurer que les employés sur le terrain savent que si les personnes ils sont en train de faire la ligne, qu'il y a quelqu'un là pour aller parler avec eux et assurer qu'ils reçoivent l'information correcte. I asked you about this morning. The situation in Montreal has deteriorated further. The lines have gotten longer. Tickets are still being handed out for some people, not for others. What's going on in Montreal, and how's the government fixing it? Yeah, so as I mentioned, the situation actually has improved in comparison to previous days because there are teams of managers who are out there since 7 a.m. speaking to people in line, handing out tickets with appointments either for today or tomorrow. And as I just mentioned in French, after the last time I spoke with you guys, since then I spoke with the regional manager from Quebec who assured me that each of the Service Canada managers and their teams are continuing to speak with people in line and making sure they're being triaged as necessary. Okay, if you're a Canadian right now looking to whether to book a trip or not, and your passport's expired, would your advice to them be to not book a trip until you get a passport? That would be my advice, generally speaking. I mean, even before the pandemic. Pre-pandemic, one of the big differences is pre-pandemic, only about 5% of the passport applications were urgent. Right now, we're at about 50% of passport applications that are urgent. Even in Montreal right now, about 50% are people who applied, a number of weeks ago, but about 50% are people who have travel plans and didn't make the application. So, it always is the best advice to make sure you have your passport in hand. But I understand that these are exceptional times. People are excited to travel again, and so I understand where this is coming from, and we're trying to do everything we can to solve the situation. Are you comfortable with people camping outside of passport offices? No, absolutely not. That is unacceptable, and that's not something that people should ever have to experience, and that's why we've changed the system in Montreal. That system has actually already been in place in other places around the country where managers have been going out, particularly in the GTA and in Vancouver, early in the morning to make sure that people know when they can go. And they get a ticket with a time to come back so that they're not waiting in line. Now, people may choose to go earlier and earlier, and that's their choice. We don't want them to be doing that. I understand why they are. In Montreal, that's the case today, is people were given appointments either for today or tomorrow. We certainly encourage them to go home or do whatever else they need to do in that time and come back, because we really don't want people to have to experience this. Parce que là, il y a des billets qui ont été, des tickets qui ont été donnés ce matin, mais il y a plein de voyageurs qui n'en ont pas reçu, qui font la file. Est-ce que ces voyageurs-là qui doivent partir ce soir vont être traités aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir leur passeport aujourd'hui? Est-ce que tous ces gens-là qui font la file en ce moment ont reçu un billet? On va faire notre mieux. Ce que je comprends de la conversation que j'ai eue avec la directrice régionale de Québec, c'est que les gens qui ont un voyage urgent dans les prochaines 24 heures, ils sont donnés la priorité. Les gens qui voyagent dans les prochaines 48 heures, on les donne un billet pour demain. Et les gens qui voyagent de plus de 48 heures, on les dirige vers une autre Service Canada pour processer leur passeport. Mais quand même, la direction et l'objectif, c'est vraiment d'assurer que tout le monde reçoit leur passeport à temps. Quelque chose qui est important, c'est que
si vous n'avez pas fait une demande, c'est compliqué parce que si vous voyagez dans 48 heures et vous n'avez pas fait une demande de passeport, il n'y a pas quelque chose dans le système, c'est plus complexe. Mais quand même, on essaie notre mieux, mais en Montréal, les quantités sont énormes. C'est plus de 500 personnes qui sont hors de presque chaque bureau. Alors, c'est une demande vraiment grande. Je crois que je dois rentrer pour la période de questions, mais je peux retourner après pour plus de questions. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Ça ne s'arrange pas. J'ai une pensée pour les gens qui sont encore dans l'attente et dont le niveau de certitude d'avoir leur passeport au moment où ils vont vouloir quitter n'augmente pas, il diminue. La solution des billets numérotés n'a pas amélioré le chaos, elle a empiré le chaos. Et ce qu'on a vu hier, c'est assez frappant, c'est à peu près tout ce qui s'appelle de ministre libéral au Québec, dire que c'est donc profondément inacceptable. L'opposition, c'est nous autres, là. S'il fallait que chaque libéral qui admet son incompétence vote contre les libéraux, on serait en élection, là. Il y a une admission généralisée que c'est inacceptable, mais il n'y a pas de solution qui tienne la route. Et pendant ce temps-là, M. Trudeau prend l'avion, puis il s'en va faire un tour en Afrique. Durant ce qu'il fait, qui prend des airs de crise nationale, le mot a l'air gros, puis hier, j'entendais les conservateurs, puis je me dis, ouais, on est à peu près là, quand on a littéralement des milliers de personnes qui voient leurs économies, que ce soit pour aller en vacances ou pour retrouver leur famille, être compromises, risquer de perdre ça. Moi, dans mon comté, j'ai une famille qui a 7 passeports en attente, 14 000 $ de billets d'avion. Puis ils disent, on va perdre 14 000 $. Et il n'y a pas l'ombre du début d'une solution, puis les ouvertures prolongées sont partielles, puis on ne sait pas c'est quoi, puis c'est par rendez-vous. En plus de l'odieux de sortir des médias d'un endroit éminemment public, une restriction à l'information, et d'encadrer ces gens-là, notamment par une présence policière. Mais c'est quoi ce bordel pendant que le premier ministre, passez-moi l'expression, se pousse? Alors, on atteint un stade qui n'a pas de sens. Est-ce que le gouvernement fédéral devrait dédommager les gens qui ratent leur voyage parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur passeport à temps? De deux choses l'une, soit le gouvernement fédéral va considérer de dédommager les gens qui ont une perte financière sur un revenu qui ne se compare pas à celui du premier ministre ou des ministres, soit ces gens-là vont se mettre en ligne de nouveau, mais pour faire un recours collectif d'une quelconque façon. Je ne peux pas croire que des milliers de personnes vont avaler le dommage dû spécifiquement à une absence de planification élémentaire du gouvernement, puis dire, OK, bien tant pis, je viens de perdre 5 000, 8 000, 12 000 $, 14 000 $ pour des gens dans ma circonscription. Je vais m'en aller chez moi, gros gens comme devant, sans dire un mot devant l'État qui, en plus, me fait encadrer par des agents de sécurité, de la police et restreint les médias. Vous avez à nouveau parlé de crise nationale dans votre discours il y a un instant. Croyez-vous que M. Trudeau aurait dû annuler son voyage? J'aimerais ça pouvoir y poser la question à lui. Ah, il ne sera pas en période de questions. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu odieux? Moi, je n'avais pas utilisé les mots crise nationale avant aujourd'hui. Je l'avais entendu hier des conservateurs. Puis vraiment, du coup, je fait, ouais, c'est un peu intense. Puis là, je me suis mis dans la peau des gens en ligne. Ça ressemble à une ruée sur une banque qui va faire faillite. Là. Ça n'a plus aucun sens. Alors, le premier ministre aurait dû se poser lui-même la question sur qu'est-ce qui était prioritaire. Son voyage au Rwanda, qui aurait pu retarder un peu, ou gérer la crise. Et là, évidemment, et moi j'en ai parlé aux gens dans mon bureau de comté, parce que les bureaux de comté sont devenus le déversoir de l'incompétence fédérale. Au début, on dit « OK, on va donner un coup de main ». Mais là, c'est le personnel des bureaux de comté qui se font dire des bêtises par du monde à bout de patience. Ça atteint des proportions qu'on pense. J'ai, ce matin, donné une directive à nos gens qu'il faut restreindre les vacances du personnel des bureaux de circonscription parce qu'on ne peut pas laisser tomber les citoyens. On atteint ce stade-là. On s'attend à une crise qui va durer durant l'automne. On s'en va en voyage, Monsieur le Premier ministre. C'est sûr que c'est choquant pour les gens. Moi, ça me laisse très perplexe. Juste pour être clair, il aurait dû annuler son voyage, selon vous. Il aurait dû reporter, retarder, déplacer, démontrer un minimum de compassion pour les gens qui souffrent de son incompétence. Sur le bilinguisme dans la fonction publique, on constate que 68 des postes de fonctionnaires fédéraux au Québec sont désignés bilingues, donc les fonctionnaires ont l'obligation de parler français et anglais.
Dans le reste du Canada, c'est 13 Qu'est-ce que vous pensez de cet écart, M. Mais c'est tellement pas surprenant. Pour être dans la fonction publique fédérale, il faut être capable, au Québec, il faut être capable de parler anglais parce que ça risque de se passer en anglais là aussi. Et pour être dans la fonction publique fédérale à l'extérieur du Québec, parler français est éminemment facultatif. On comprend que l'activité de la fonction publique fédérale est essentiellement anglaise. On comprend qu'entre les fonctionnaires fédéraux au Québec, qui sont en grande majorité, fouillez-moi pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a bien des cas où ça ne s'applique pas, là, obligés de parler anglais, on voit que, par exemple, en Saskatchewan, parler français, ce n'est pas du tout un paramètre, ce n'est pas du tout un critère. Un fonctionnaire fédéral basé à Rimouski va probablement devoir connaître l'anglais, un fonctionnaire fédéral basé à Saskatoon, zéro. C'est très révélateur de la réalité. S'il y a encore des gens parmi les gens qui nous écoutent qui pensent que le Canada est un pays bilingue dont la fonction publique est bilingue, désolé de péter votre ballon. Le Canada, à l'extérieur du Québec, est un pays anglais et le Québec, dans la fonction publique fédérale, est bilingue. Est-ce que sur Hockey Canada, est-ce que Mme Saint-Onge a pris la bonne décision en suspendant le financement? Écoutez, il n'y a pas grand monde à qui on décerne des méritas, là. Mais je pense, sincèrement, pour avoir vu plusieurs des interventions de Mme Saint-Onge, de voir comment elle a réagi à la proposition d'enquête et comment elle a dit « nous allons couper les fonds », je pense que, sincèrement, Mme Saint-Onge est outrée, indignée, choquée, scandalisée, comme nous tous, de ce qui se passe et qu'elle est orientée vers les bonnes décisions. Et selon le Bloc, ça prend une enquête? Clairement, il va falloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. On comprend tous les paramètres de protéger l'identité de la victime. Ça va très bien. Mais on ne peut pas arrêter là quelque chose qui non seulement est absolument énorme, mais qui de surcroît n'est pas un cas unique, donc qu'on ne connaît pas toute l'envergure. Et les porte-paroles de Hockey Canada sont venus faire un spectacle de relations publiques gênant ou avec un grave manque de respect pour les parlementaires. Et manquer de respect aux parlementaires, on va se dire, c'est manquer de respect à la population. Just in English, Mr. Blanchet, on passports. The lineups in Montreal. Which one? On passports. The lineups in Montreal are crazy. Just Okay. how do you feel about Quebecers having to wait that long? There's something terrible when, in a free and democratic country, people are lined up with the new trick, tickets and numbers, which doesn't seem to be, of which there doesn't seem to be enough for people who want to leave tomorrow or the day after to be any more certain that they will be able to leave. More than that, media is being told not to go there, not to talk to people because it is federal territory. That's quite something. So if you want to step on federal territory, you don't have the rights that you would have anywhere else. And this is being done under scrutiny from security services and police. What the hell is that? And during that moment, the Prime Minister is, I believe, flying to Rwanda with no problem with his passport or visa or whatever you want, leaving all those people in a terrible situation because when he flies, it's our money, it's their money. When those people waiting for the passport fly, it's their own money, which is at risk of being simply lost. Mr. Blanchet, the PBO issued an analysis on Trans Mountain today. Mm-hmm. They determined at $21.4 billion, pipeline is no longer profitable. Do you think we should proceed with construction? We should never have ever simply considered that. This pipeline was bought for some political reasons. Either it is sold for less than the cost, because nobody will be willing to pay the real price or expenses of the federal government, which then creates a direct subvention to oil and gas industry, or it is being operated by the government, which will also create a direct subvention to oil and gas industry.
In all cases, this should never have happened, and it is one more way through which the federal government and the new chief lobbyist of this industry, Mr. Guilbeault, will support oil and gas with money from everywhere in Canada, including Québec. Thank you. Pleasure. Messieurs, dames, au plaisir. Bonjour. Expliquez-nous la décision de suspendre Hockey Canada. C'est directement lié au témoignage que vous avez entendu lundi soir. Qu'est-ce qui vous a choqué en particulier pour justifier votre décision? Lundi soir, comme tout le monde, j'attendais avec beaucoup d'impatience le témoignage de Hockey Canada devant le comité du patrimoine parce que, comme tout le monde, j'ai beaucoup de questions par rapport à leur gestion des événements. Malheureusement, on n'a pas obtenu beaucoup de réponses lors de cette comparution, puis les réponses, ou en tout cas ce qu'on a appris au sujet de leur gestion de l'événement est extrêmement troublant et préoccupant. Premièrement, au niveau de l'enquête, de leur mécanisme indépendant pour faire l'enquête, on a appris que l'enquête n'avait pas été complétée, qu'ils n'avaient pas été en mesure de compléter une enquête, que tous les joueurs n'avaient pas participé, ce qui démontre que le processus qu'ils ont mis en place n'est pas efficace. Ensuite, on a appris qu'ils n'allaient pas transmettre le rapport, ou en tout cas le rapport partiel et les recommandations de la firme au comité de patrimoine ni à personne d'autre, ni la façon dont l'organisation allait implanter ces recommandations-là dans l'organisation. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là, en plus de l'histoire horrible qui a été racontée dans les médias, que j'ai pris la décision de suspendre le financement futur de Hockey Canada jusqu'à temps qu'ils remplissent les deux conditions suivantes. Donc, la première condition, c'est qu'ils transmettent à Sport Canada le rapport, bien que partiel, de leur mécanisme indépendant, avec un plan qui détaille comment ils vont implanter les recommandations dans l'organisation. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils adhèrent au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport et qu'ils travaillent en étroite collaboration pour changer la culture du silence et faire les gestes appropriés pour lutter contre les violences sexuelles au sein de l'organisation. Comment qualifier le leadership de Hockey Canada? Déficient, inapproprié, je dirais aussi d'une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait au sujet des violences sexuelles, des impacts que ça a sur la vie des personnes qui en sont victimes, avec toutes les recommandations et les propositions qu'il y a autour de la façon dont gérer ces situations-là, il faut qu'ils se mettent, il faut qu'ils entrent en 2022 là, puis qu'ils changent la culture de l'organisation puis qu'ils adoptent des meilleures pratiques. Minister, can you just explain the rationale as to why the government's frozen the funding for Hockey Canada? Yes, I think that we were all expecting answers to all the questions, the many questions that we have regarding how they handled the whole situation when they testified on Monday at the Heritage Committee. Unfortunately, we did not receive many answers, but we did learn a few things. Some of the things that we learned was that, first of all, the independent mechanism that they mandated to investigate this issue, was unable to complete their investigation, and not all players participated, which shows that their mechanism is not well functioning. The other thing is that they would not submit the partial report from this firm to the Heritage Committee or anyone else, and that they would not share either how they would implement the changes or the recommendations included in this report to anyone, which is very problematic. So that's why, and with the story itself, that's completely horrible. And the whole management of the situation that is totally inappropriate. I've decided to suspend any future public funding until they meet two very simple but important conditions. The first one is that they submit the incomplete report and the recommendations and the plan how they're going to implement those recommendations to Sport Canada. And the second condition is that they sign an agreement with the new office of the Integrity in Sport Commissioner, and that they work closely with that office to improve the culture amongst the organization and end the culture of silence and also sexual
violence. But Minister, why not just spend the money for good? Like they don't even need the money. They're rolling in cash. Well, you know, there is also a feminine hockey team. There are other Paralympic team. They manage other things than just the male junior hockey team. So for now, we're suspending. They have to meet those two conditions, and we'll reevaluate after. Why not ask for the money back? This happened in 2018. The government's giving tens of millions of dollars to Hockey Canada since then. Why not say, hey, you owe us the money. You haven't lived up to your commitment and the expectations we have as an organization that we want. We're conducting a financial audit, and we'll see if public funds were misused. And you know, all options are still on the table. Mais est-ce que vous pensez que Hockey Canada doit relancer une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce qui s'est passé? Parce que ce qu'ils nous ont dit lundi, c'est on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là, on ne sait même pas qui sont les 8 joueurs pour lesquels on a payé. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent recommencer ce processus pour vraiment faire la lumière sur ce qui s'est produit? Je pense que la confiance dans leur mécanisme indépendant qui fait les enquêtes dans ce cas de situation-là est ébranlée puis qu'ils vont devoir revoir leur processus. Merci. Ils doivent refaire l'enquête? Bonjour, hello. Today's an exciting day. We're going to be voting on my private member's bill, Bill C-245, to get the Infrastructure Bank of Canada finally working for communities, specifically Indigenous and Northern communities that are already being hit hard by climate change. And today my message is clear. The Liberals have a choice to make. They can either side with their rich friends connected to the Infrastructure Bank, which is amounted to a corporate welfare scheme, or they can side with Indigenous and Northern communities, including like the ones I represent that are already being ravaged by climate change. And so the question is, well, how will they vote today? And what are we laying out in front of us here as tools for Canadian communities to be able to increasingly a question of surviving the climate crisis? So very much looking forward to today's vote. Et si je peux partager en français, aujourd'hui, on aura un vote sur mon projet de loi privé, qui est un projet de loi pour donner les outils aux communautés, et particulièrement les communautés du Nord et les communautés autochtones, pour pouvoir se battre contre la crise climatique, pouvoir accéder à des fonds d'infrastructure, de la banque d'infrastructure. Et la question est aujourd'hui, est-ce que les libéraux vont être du côté des communautés autochtones, des communautés du Nord qui ont déjà été impactées, qui sont impactés maintenant par le changement climatique, ou est-ce qu'ils vont être du côté des milliardaires qui profitent de la banque d'infrastructure? Et c'est ça la question d'aujourd'hui. On espère évidemment que les députés se tiendront debout avec les communautés autochtones, les communautés du Nord et les Canadiens qui veulent de l'action sur le changement climatique. Has the infrastructure bank even given out any money, much less for climate projects? So there is not yet one project completed by the Infrastructure Bank, and this is part of the problem. And we know there's a parliamentary report that came out earlier this year that most, all opposition parties actually said the bank should be demolished. It is a corporate welfare scheme as it is right now. Certainly we in the NDP have said, you know, maybe let's not throw the baby out with the bathwater. There's ways of fixing it, and that's what our bill today is all about, fixing it so it actually delivers for communities that desperately need it, and particularly on climate change. Madame Ashton, sur la question des langues officielles, il y a un article ce matin qui montre que 68% des postes de fonctionnaires fédéraux au Québec sont bilingues, donc les fonctionnaires n'ont pas le droit de parler les deux langues, alors que quand on regarde en reste du Canada, c'est seulement 13%. Est-ce que vous trouvez que cet écart est acceptable? Non, c'est pas acceptable du tout. C'est inacceptable. Ça démontre que, encore une fois, le déclin du français est un problème sérieux à travers notre pays et qu'il va falloir voir du vouloir politique de la part du gouvernement pour prendre de l'action concrète à tous les niveaux, incluant dans le service public. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Est-ce qu'il faut réduire le nombre de postes bilingues au Québec? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je commencerai en disant il faut moderniser la loi sur les langues officielles, mais La loi ne s'attaque pas à ce problème-là. Ouais, ben, on croit qu'elle doit s'améliorer pour qu'elle puisse s'attaquer à plusieurs problèmes, incluant celui-là. Mais il ne faut pas attendre que le projet de loi se passe. On peut toujours, le gouvernement a toujours le pouvoir de mettre maintenant pour faire laisser le monde accéder à de l'éducation en français et aussi créer plus de postes francophones, ainsi que
ainsi qu'investir dans la création de non seulement des programmes, mais des appuis pour les employés francophones aussi. PBO says Trans Mountain is no longer profitable. Is that a sign to you that we should just scrap it, get rid of the project, no longer proceed? The NDP hasn't really been clear about that because we sunk so much money into it. Well, I mean, the NDP has been clear we don't need more pipelines, and certainly, I mean, my bill today is about concrete action on climate change. I think the most recent PBO information is very damning when it comes to the government's agenda, which is sink significant amounts of money into perpetuating the climate crisis. You know, I come from a part of the country where we've seen historic flooding in the last few weeks, extreme forest fires. We've seen excessive droughts in certain areas. Climate change is hitting where I come from hard, and Canadians are not seeing a federal government that's taking it seriously, and they're feeling increasingly vulnerable. And so the question is today, will they vote to actually give communities the tools, and where will we go from here, including on Trans Mountain and other concrete measures that should be Stop construction. Well, we haven't been supportive of Trans Mountain and certainly new pipelines. I also, it's ironic that it's a Crown corporation, which the actual essence of Crown corporations, public ownership, is to benefit the public, and I think many have been very clear that Trans Mountain is not of benefit to Canadians, and certainly the financial hit Canadians are set to take at a time when they're already getting hit is just unacceptable. Sur les langues officielles, l'opposition dit que les libéraux sont pas antisémites, les libéraux s'appuient pas antisémites. Sachant que le projet est important pour les francophones, que vous ne trouvez pas que le dossier a trop traîné, il devient trop politisé? On commence en disant les libéraux avaient promis qu'ils allaient présenter la loi lors des premiers 100 jours. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont proposé un projet de loi qui a des lacunes. La FCFA, le plus grand organisme hors Québec qui représente les francophones, est clair. Il y a plusieurs amendements clés qui doivent se faire pour améliorer la loi sur la langue officielle. Nous, au NPD, on croit qu'on a besoin d'une loi sérieuse qui répond à la réalité du déclin du français. Et pour pouvoir faire cela, il faut faire des amendements, il faut améliorer la loi. Les libéraux le savent, les intervenants sont clairs, les communautés francophones sont claires, et on s'attend à que les libéraux les écoutent et travaillent avec nous pour pouvoir améliorer la loi. C'est rendu trop politique dans le dossier. Est-ce qu'il y a trop de chicane politique pour un dossier important? Bien, on est tous dans la politique, mais c'est clair, les intervenants le disent, les communautés francophones chez nous le disent, il faut faire des améliorations au projet de loi, et c'est un projet de loi historique, il ne faut pas perdre notre temps, mais il faut s'assurer que c'est amélioré, et c'est pour ça on est clair, les libéraux ont la chance de le faire, sont le gouvernement, on est prêt à faire les améliorations qu'il faut, on espère qu'eux aussi, ils vont entendre, écouter et respecter les communautés francophones en faisant ces changements aussi. Je ne suis pas certain d'avoir compris la réponse que vous avez donnée à ma collègue de Radio-Canada sur la disproportion de postes désignés bilingues au Québec par rapport au reste du pays. Donc, il semble y avoir deux solutions, soit diminuer le nombre de la proportion de postes désignés bilingues au Québec ou l'augmenter ailleurs au pays. C'est laquelle des deux options vous préférez? Je pense qu'il faut augmenter les positions hors Québec, c'est clair, mais comme on a discuté déjà en comité, il faut s'assurer que le français est une langue de travail au fédéral, il faut investir dans le service public, il faut investir dans le programme de langue, il faut s'assurer que dans les postes dirigeants, qu'on a une représentation équitable de francophones, et il faut voir de la volonté politique. Et c'est soit sur ça ou même ces 13, on voit que le gouvernement ne prend pas au sérieux la réalité du déclin du français. Il faut agir. I would like to know if you think that the RCMP has to be restructured to strengthen police independence, because I gather that nowhere in our laws, including the RCMP Act, is operational independence actually codified. Well, the principle of operational independence is codified in the jurisprudence of this country, including all the way up to the Supreme Court of Canada. It's a principle that is respected by our government, as you heard both Commissioner Lucky say and Minister Blair say unequivocally, that throughout the exchange of information, throughout this very difficult and agonizing moment in the mass shooting history, in the country's history, that there was respect for that principle.
Okay, but there's people who, there's the counter-argument, which is that there's this idea that political imperatives must also be taken into account. They're just baked in. It's like, well, I'm going to have to respond to my political masters. I'm going to have to answer. I mean, isn't that what senior civil servants say all the time? Well, I think what's more important is to actually look at what was said by both Commissioner Lucky and my predecessor, Minister Blair, in the context of this particular tragedy, which is that, yes, there was an exchange of information. There was a need to be transparent with Canadians about what had happened. There was a need to reassure them that public safety had been restored, but that at all times throughout those conversations, of course, there was respect for operational independence. And to your original premise, I would say that, yes, there are principles that are not codified in the law, but they're codified in our jurisprudence. There are many constitutional conventions which are respected by governments as a result of the decisions of the Supreme Court of Canada. Thank you. Thank you, Minister. Meeting with the Freedom Movement. How did it go? It was good. It was informative and nice to meet him. Nice guy. Some of these folks think that we're about to be in a civil war in Canada. Should they really be? No, come on. They've said that. They're saying that online now. Yeah, well, those people should be held individually responsible for their actions. There's, the people in my constituency just want to be heard and listened to and love this country. And honestly, that's all we've been seeing in our offices, and that's all they want to see at the end of the day. Some people in that movement wanted to overthrow Parliament, and this meeting, was it not? Where was it? It was just now. Yeah, it was one of the other buildings, the office buildings. So. Which one? Valor. Valor. Yeah. Okay. So, people who say they want to overthrow the government. No, God, all those people should be, held, and we don't believe that as MPs. We don't feel anyone who feels that way should be heard, because that's not what we believe in. We feel if there's a protest or anyone who feels differently, it should be peaceful. And those people deserve to be listened to and have their ideas heard. But I'm saying some of the people in that movement are online right now saying, we could be in a civil war soon. Do you support that kind of language? No, 100% not. And no one does that I know of anywhere. No one has or will ever support that. Okay, so last question is just yes. why do you think it is a good thing to be meeting with these people and having conversations? Well, James Topp, who's marching across Canada from Vancouver, he's protesting against forced vaccine mandates. This is a position our party's had since the last election, and we do not believe in forced vaccine mandates. Those that choose to get a vaccine should choose on their own accord what they do with their bodies. I feel the same. I have 3, but I chose to do that. That's the same position we've held from the beginning. He's representing that, and people like him across Canada need to be listened to and just heard. Doing any further events with them today? No, that's it. Thank you. It seems like members of your caucus were meeting with James Topp, Tom's Marazzo, some of the other members of the Freedom Convoy. Were you in attendance at that meeting? So no, I don't know of. Don't know. Do you think it's a good idea for Conservative politicians to be meeting with folks involved in the Freedom Convoy movement, particularly if it happens in buildings in the parliamentary precinct? Well, I think it's important for people to either meet with their constituents or to raise issues that are important to. It's no secret that we've had a number of issues with the way this government has politicized vaccination, and some of it can be very shameful. But really, I don't know of the meeting, and I can't suggest how other members run their offices. With some of the folks, though, that were involved in the Freedom Convoy movement, is that a decision that you personally would be comfortable with? Well, first of all, there's a variety of factors. As I said, I try to meet with every constituent if they make a request, but I'd have to see the factors, and I'm sorry I don't know about what you're talking about, so thank you.